Et on va demander à Julien Branchereau de venir nous parler justement des moyens de procéder de conservation des transplants rénaux et pancréatiques. Julien Branchereau est urologue à Nantes et il travaille particulièrement dans son activité de recherche justement sur les moyens de conservation, que ce soit au niveau des transplants rénaux et pancréatiques. Merci Julien. Xavier, merci de ton introduction. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Vice-Président, Mesdames, Messieurs les académiciens, chers confrères, chers collègues, chers maîtres, c'est avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotion que je me retrouve aujourd'hui à vous présenter l'évolution. Alors on va parler un tout petit peu d'histoire, puis on va parler du présent, puis on va essayer d'aborder un petit peu le futur sur les procédés de conservation des transplants rénaux dans un premier temps, et ensuite on abordera les transplantations pancréatiques qui seront abordées plus en détail par le professeur Badet juste après. Pourquoi faire évoluer les procédés de conservation? Puisque finalement peut-être que les choses fonctionnaient bien, la transplantation fonctionnait bien, donnait d'excellents résultats, notamment avec les premiers donneurs vivants, on le voyait très bien. Eh bien en fait on a fait évoluer les procédés de conservation parce qu'il y a eu des progrès technologiques, et ça on va le voir au cours de la présentation, et puis parce que nos donneurs ont clairement évolué. Professeur Timsit, Marc-Olivier nous a très bien montré qu'on a une pénurie de greffons et on se retrouve dans une situation où globalement, eh bien, on va avoir à transplanter des transplants qui ne sont plus optimaux et pour lesquels, eh bien, il va falloir modifier les conditions de préservation pour améliorer les résultats de la transplantation, puisque les résultats de la transplantation dépendent des conditions de préservation. Les durées d'ischémie froide évoluent malheureusement du fait de contraintes organisationnelles, et on ne devrait pas en arriver là, mais on arrive à une situation où on se retrouve eh bien, finalement à faire des transplantations avec des durées d'ischémie froide longues. Et dans ce contexte-là, on n'est plus du tout dans le contexte des premières transplantations où on allait de la salle A vers la salle B, comme on peut le faire avec les donneurs vivants. Eh bien, on se retrouve avec des durées d'ischémie froide longues, et notamment dans le cadre de de malades immunisés pour lesquels eh bien, les transplants eh bien, voyagent beaucoup, et ça notamment aux États-Unis. Et puis, évolution des pratiques. Évolution des pratiques, puisque maintenant, Marc-Olivier nous en a parlé, on a des donneurs qui sont décédés après arrêt circulatoire. Arrêt circulatoire, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire ischémie chaude. Ischémie chaude, souffrance du greffon. Et du coup, il va falloir considérer des transplants qui ont été victimes, puisqu'on peut le dire, d'ischémie chaude. L'évolution des caractéristiques des donneurs, pas besoin de rentrer beaucoup dans les chiffres pour voir la pénurie dont on a évoqué tout à l'heure tous les détails. Eh bien, globalement, on se retrouve en fait avec de plus en plus de reins issus de donneurs à critères étendus, et également les donneurs décédés de type Maastricht 3, on en reparlera, qui ont cette ischémie chaude fonctionnelle qui engendre une souffrance sur le transplant. Donc on a une évolution des technologies, une évolution des ischémies froides et une évolution aussi de nos donneurs, puisqu'en fait, eh bien, quand on regarde ces slides issus du rapport de l'Agence de biomédecine, eh bien, globalement, la majorité des transplants dont on dispose, je parle des transplants rénaux, sont des transplants issus de donneurs plus âgés dont on avait l'habitude, 65 ans et plus. Et regardez les causes de décès, et le professeur Richman en parlait tout à l'heure, notamment avec les stroke centers, et bien de plus en plus de transplants sont issus de donneurs à critères étendus, puisque les donneurs sont décédés de causes vasculaires. Donc on n'est plus du tout dans le contexte des accidents de la voie publique qu'on connaissait avec les motards avec des ischémies, avec des reins de bonne qualité. Et bien maintenant on a à gérer, on a à prendre en compte eh bien, des transplants issus de donneurs non optimaux et des transplants qui ont souffert d'ischémie chaude. Marc-Olivier Timsit nous a rappelé tout à l'heure ce que c'était qu'un donneur à critères étendus. Ici, une petite information complémentaire, c'est la survie greffon. La survie greffon nous montre bien que cette survie greffon dépend de la qualité du transplant. En clair, quand on regarde les premières courbes, qui sont ceux des donneurs issus de 0 à 17 ans, on a des très bonnes survies transplant. Et quand on regarde eh bien, les donneurs qui nous intéressent, les 61, 70 ans et plus, eh bien, on a une survie transplant qui est impactée. Ça, c'est les chiffres avant de parler d'optimisation de méthodes de préservation des transplants. Donc on a un vrai enjeu, un enjeu qui est optimiser nos méthodes de préservation. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au moment du don, il peut y avoir de l'ischémie chaude. Un donneur vivant, on le sait, quand on fait le clampage, une ischémie chaude en moyenne, elle est entre 2 et 5 minutes. Quand c'est un donneur décédé après arrêt circulatoire, l'ischémie chaude peut être quasiment près d'une heure de temps en temps. Eh bien, cette ischémie chaude va faire souffrir le transplant. Ensuite,
Le transplant va être conservé en hypoxie. On reparlera un petit peu tout à l'heure. Il sera conservé pendant la phase d'ischémie froide. Peut-être qu'on peut aussi trouver une place pour essayer de conserver ce transplant avec de la normothermie. On en reparlera tout à l'heure. Et puis, au moment de la transplantation, il y a le déclampage avec un réchauffement et un afflux majeur d'oxygène. Eh bien, il va falloir gérer toutes ces lésions d'ischémie, reperfusion, avec pour objectif de lutter contre l'ischémie. L'ischémie, on l'a avec la mort encéphalique, le rachitotinique, le clampage du donneur vivant dont je vous parlais tout à l'heure, l'ischémie chaude fonctionnelle de donneur décédé après arrêt cardiaque. Et cette ischémie chaude va être à l'origine de quoi? Eh bien, d'un œdème cellulaire. Un œdème cellulaire interstitiel avec une augmentation de l'anatrémie intracellulaire, et puis en résulte une destruction des membranes cellulaires, les lésions mitochondriales qu'on connaît, et une production de radicaux libres à l'origine de souffrance de nos transplants. Donc clairement, cette ischémie chaude est néfaste, et au moment de la reperfusion, eh bien, le rein n'est pas forcément, le pancréas n'est pas forcément prêt à cette reperfusion, puisque le métabolisme mitochondrial n'a pas été complètement restauré, et on se retrouve tout d'un coup à rallumer un petit peu ce greffon, à revasculariser ce greffon avec une infiltration massive des cellules sanguines du receveur, avec une production d'ATP et aussi une production radicaux libres. Donc cette reperfusion est aussi néfaste pour le transplant. Il va falloir envisager des méthodes pour préparer le transplant à cette épreuve qu'est la reperfusion. Conserver et préserver l'organe. Pourquoi? Eh bien, je vous l'ai dit tout à l'heure, les objectifs sont quoi? Sont limiter l'œdème intracellulaire, limiter la perte énergétique, limiter et prévenir l'acidose intracellulaire et la production radiculaire. Quelles sont nos stratégies? L'hypothermie, ce qu'on connaît depuis le début, on va en reparler un petit peu. Les solutions de préservation qui ont évolué, je vais vous parler de certains détails et d'évolutions majeures, notamment pour nos solutions de préservation. Et puis, une grande avancée qui est les machines de perfusion hypothermiques à froid, subnormothermiques et normothermiques à 37 degrés avec des transporteurs d'oxygène, notamment à type d'hémoglobine. Les solutions de préservation. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire avec une solution de préservation? Bien sûr, on veut laver le transplant de l'ensemble des métabolites toxiques, le refroidir de façon homogène, puisqu'à chaque fois, on dit, à partir du moment où on a clampé, on appelle ça l'ischémie froide en prélèvement multi-organes, mais c'est absolument pas vrai, puisque le transplant ne passe pas de 37 à 4 degrés d'un coup. Ce transplant se refroidit très progressivement, et il faut essayer d'amener le plus possible de froid au transplant, de refroidir le froid. Et cette solution de préservation a un vrai impact sur la préservation en hypothermie, puisqu'elle va permettre de diminuer de façon homogène, le plus homogène possible, la température du greffon. Donc l'objectif est, avec ces solutions de préservation, de lutter contre l'acidose, l'œdème, la destruction des membranes cellulaires, les altérations mitochondriales et les formations de radicaux libres. Très rapidement, un historique avec les premières solutions qui sont arrivées en 69 avec le Collins, qui avait en fait le glucose qui était utilisé comme imperméant, qui était source de lactate et donc source d'acidose. Belzer et avec le UW, le produit qui porte le nom de l'Université de Wisconsin, a amélioré et a fait un grand pas en avant sur les solutions de préservation, puisqu'il y avait une possibilité d'optimiser la préservation de nos greffons, qui a été challengée dans les années 90 par l'HTK, et quand on regarde ces résultats d'Eurotransplant, eh bien on avait des meilleures survies greffons, je parle des greffons rénaux, quand on utilisait l'HTK que quand on utilisait l'UW. Et puis, grâce au professeur Ménaché et l'ensemble des gens qui ont travaillé pour le Celsior, il y a eu une solution de préservation qui était au début utilisée à l'étage cardiaque, qui a été ensuite utilisée à l'ensemble de l'étage abdominal. Quelles ont été les nouveautés depuis une vingtaine d'années maintenant? Eh bien, c'est l'ajout de PEG. L'ajout de colloïdes qui va permettre de lutter contre l'œdème. Et SCOT 15 n'existe plus. L'IGL1 maintenant est une solution de préservation idéale quand on veut lutter contre l'œdème. Et dans quelle situation on veut particulièrement lutter contre l'œdème? On en reparlera tout à l'heure. C'est la transplantation pancréatique, puisqu'on sait que l'œdème va être à l'origine de la pancréatite, et la pancréatite va être à l'origine de la thrombose du greffon et de la transplantectomie. Donc une avancée majeure avec l'ajout de PEG dans les solutions de préservation dont on a les compositions ici. En clair, globalement, l'objectif, c'est de lutter contre l'œdème, de lutter contre l'acidose, et puis de lutter contre l'oxydation. Ça, c'était pour parler des solutions de préservation. L'hypothermie, elle est primordiale. Pourquoi on conserve les aliments dans le frigo? On le sait, c'est parce que, eh bien, quand on refroidit, on diminue le métabolisme. Une baisse de la température centrale de 10 degrés
divise le métabolisme par 2. Et ça, c'est une équation qu'on connaît bien quand on fait un petit peu de transplantation. Par contre, attention, à 4 degrés, il reste toujours 10% d'activité enzymatique. Et ces 10% d'activité enzymatique, eh bien, vont avoir besoin d'oxygène pour fonctionner. Parce que s'il n'y a pas d'oxygène, on va passer dans les voies anaérobies. Et si on passe dans les voies anaérobies, qu'est-ce qui se passe? Production de lactate, accumulation de lactate, acidose et souffrance cellulaire. Donc n'oublions pas qu'à 4 degrés, il reste toujours 10% de métabolisme. Et là, il va falloir amener de l'oxygène. Comment faire pour amener de l'oxygène? Les machines de perfusion, je vais vous en parler. Les transporteurs d'oxygène, peut-être que vous avez entendu parler de cette hémoglobine du ver marin, on aura l'occasion d'en reparler dans la slide. Et puis aussi de l'oxygène. Pourquoi pas tout simplement ajouter de l'oxygène qui bulle dans la solution de préservation. Mais il faut bien penser que l'hypothermie n'arrête pas le métabolisme. L'hypothermie diminue le métabolisme et soyons vigilants à cet enjeu majeur qui est d'oxygéner nos transplants pendant la préservation. Alors, je ne peux pas m'empêcher de montrer des photos du bord de l'Atlantique. Et quelle est la différence entre l'image du haut et l'image du bas pour nos collègues qui connaissent que la Méditerranée? Eh bien, clairement, c'est la marée. Et qu'est-ce qui se passe entre les deux images? Eh bien, il y a un champion du monde d'apnée qui est un ver marin. Et ce ver marin, eh bien, va rester pendant toute la marée basse sans possibilité d'avoir accès à de l'oxygène. Et ça, c'est les travaux de Frank Zahl qui a depuis maintenant développé une société où il commercialise l'hémoglobine de ver marin. S'est rendu compte en fait que la capacité de ce ver marin était d'avoir une hémoglobine qui était extracellulaire, beaucoup plus affine pour l'oxygène que l'hémoglobine humaine, et active à 4 degrés. Alors, ce n'est pas la température, je vous rassure, de l'eau sur les plages, hein, mais aussi active à 4 degrés, et qui en plus a une activité antioxydante. Donc sur le papier, eh bien, cette hémoglobine de ver marin a beaucoup de caractéristiques qui pourraient nous intéresser à 4 degrés, c'est-à-dire on veut transporter de l'oxygène quand il fait froid. Bien, allons sur cette étude qui a été pilotée par Yannick Lemeur qui est à Brest. Eh bien, quand on regarde, c'était une étude de safety. C'était est-ce qu'il est possible déjà d'utiliser cette hémoglobine de ver marin quand on l'ajoute en statique dans la glacière à la solution de préservation. Il n'y a pas eu d'événement indésirable majeur. L'étude de safety est positive, mais surprise, quand on regarde aussi l'efficacité à obtenir un taux de créatinine inférieur à 250 micromoles par litre, eh bien, même si l'étude n'était pas designée pour ça, eh bien, finalement, les transplants qui avaient eu accès à plus d'oxygène avec le M101, eh bien, retrouvent une fonction rénale plus précoce que les autres. Ça, c'est le résultat de cette étude qui a été communiquée dans l'American Journal of Transplantation, qui est Oxyop 1. Oxyop 2 est en cours avec la même chose dans les machines de perfusion. Les machines de perfusion, justement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et on ne fera pas tout l'historique, notamment avec les premières machines de perfusion dans les années 40 avec Carrel. Et puis c'est Belzer, l'homme de l'UW, qui, en 1971, avait réussi à faire voyager un transplant à travers l'Atlantique qui avait pu être préservé grâce à une machine de préservation pendant 37 heures de conservation et greffé ensuite avec succès. Les grands papiers qu'il faut retenir, c'est les papiers qu'on a invoqués un petit peu tout à l'heure et que je vous représente un petit peu plus ici en détail. C'est les papiers qui ont été publiés par Cyril Moers et Rutger Plug en dernier auteur dans le New England. 2009, un design très simple. L'avantage avec les reins, c'est qu'on peut faire du comparatif. Il y a le droit versus le rein gauche. Eh bien, le design de cet essai était, on compare un rein dans la glacière, si je peux me permettre le terme, versus un rein sur la machine de perfusion qui va être perfusé à froid. Si jamais il y a un problème technique, n'oublions pas que la machine s'arrête, mais le rein est toujours à froid, le rein est toujours préservé dans les 4 degrés, ce qui ne pose pas de souci. Eh bien, quand on regarde, est-ce qu'on avait un impact sur la PNF? La PNF, c'est-à-dire le rein qui est transplanté et qui ne démarrera jamais avec une immunisation de notre receveur. Eh bien, il n'y avait pas d'impact. Par contre, il y avait une diminution de la reprise retardée de fonction. Et la reprise retardée de fonction, ça va permettre une sortie plus tôt d'hospitalisation. Et on sait même maintenant que la reprise retardée de fonction a un intérêt sur la survie du greffon. 2012, un update, toujours dans le New England, qui nous prouve que finalement, non seulement il y avait l'impact sur la reprise retardée de fonction, mais également sur la survie des greffons, ce qui était quand même vraiment ce qui nous intéresse le plus. Notre essai, toujours
avec les mêmes personnes qui avaient publié, Jacques Pirenne, Rutger Plug, Cyril Moers, qui se sont intéressés maintenant à ces machines de perfusion en disant, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, peut-être qu'on peut y ajouter de l'oxygène. Et en ajoutant de l'oxygène dans ces machines de perfusion, peut-être qu'on pourrait optimiser encore plus la survie de nos transplants. Vous vous souvenez, c'est ces 10% d'activité métabolique qui persistent à 4 degrés. Eh bien, les résultats sont un petit peu décevants pour l'instant, puisqu'il n'y a pas une grande impact sur la survie du greffon. Par contre, il y a un impact sur les rejets, qui est en cours d'explication. Et puis, il y a aussi une diminution des pertes précoces. Donc, une solution peut-être d'avenir, sur laquelle on va retravailler notamment au laboratoire, qui est d'oxygéner les greffons pendant la préservation sur la machine de perfusion. Donc, pour résumer un petit peu les effets de la machine de perfusion, on ne peut pas oublier de citer Benoît Barou, qui a travaillé énormément avec Lionel Badet et puis nos collègues et amis de Poitiers sur les mécanismes de la machine de perfusion. La machine de perfusion, on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce n'est pas simplement réouvrir le transplant, ce n'est pas simplement laver le transplant, c'est aussi maintenir l'intégrité de la cellule endothéliale. On le voit bien avec un maintien de la capacité de vasodilatation, notamment avec une action sur la NO-synthétase. Donc il n'y a pas uniquement un effet mécanique qui est simplement d'ouvrir et de rincer le transplant, il y a un vrai impact sur la cellule endothéliale qui a été parfaitement démontré. Attention aux machines de perfusion. On parlait tout à l'heure de l'évolution de nos donneurs. Facile de perfuser un transplant avec des très beaux patchs, mais on a de plus en plus de donneurs qui sont calcifiés. Et la technique ne doit pas poser plus de problèmes que ça, il ne doit pas faire en sorte de perdre des transplants. Quand on regarde sur ces images-là, de temps en temps, eh bien, à vouloir perfuser, on peut même perdre un transplant. Et j'en profite pour faire une pause un petit peu avec des images sur ce transplant-là. Qu'est-ce qu'on repère sur ce transplant-là? Cette petite tache rouge. Cette petite tache rouge, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une dissection. Une dissection puisqu'en fait, à vouloir perfuser pour perfuser, eh bien, on a mal mis en place la canule et finalement, au lieu d'optimiser un transplant, eh bien, on l'a tout simplement condamné. Donc la perfusion, bien sûr, mais il faut vraiment qu'on travaille parce que sur le schéma, ça paraît très simple, mais en pratique, à 3 heures du matin, dans les conditions très difficiles qu'on a évoquées tout à l'heure, le chirurgien doit trouver les bons moyens pour pouvoir perfuser ce rein-là sans abîmer cette artère qui est fragile puisque par définition, ce sont les donneurs à critères étendus qui vont bénéficier de ces techniques-là. J'arrive de Eurotransplant, qui est le congrès de la transplantation plutôt de l'Allemagne et des pays de l'Est, où les Français font beaucoup d'envieux. Pourquoi? Puisqu'en fait, quand on regarde ces résultats-là, eh bien, sur l'ensemble des reins qu'on aurait dû perfuser, 88% des reins sont perfusés. Pourquoi? Parce que ça a été budgétisé via l'Agence de la biomédecine. Pourquoi? Parce que les urologues et les chirurgiens de la transplantation sont particulièrement investis dans cette activité et du coup prennent la peine de mettre ces reins sur machine. 88% des transplants ont pu être ainsi perfusés avec les résultats qu'on connaît. Bien sûr, notre objectif est presque 100%, sans prendre les risques de dissection. Il y a un coût majeur, certes, qui est le coût de la canule, qui est le coût des solutions de préservation, le coût de la cassette, mais on a bien montré que ça diminue la reprise retardée de fonction, ça améliore la survie greffon, ça diminue les durées d'hospitalisation, et on est dans les mêmes discours économiques dont on avait tout à l'heure avec la chirurgie robotique. Il me reste quelques minutes pour vous parler de la normothermie. La normothermie, c'est complètement différent, puisqu'en fait, ça c'est une photo qui est au laboratoire chez nous, où on développe également cette technologie-là. L'objectif va être d'avoir une pompe qui va jouer le rôle du cœur, d'avoir un oxygénateur qui va jouer le rôle des poumons, et puis un réchauffeur, et puis de revasculariser l'organe, le rein, le pancréas, pour avoir en fait du coup une possibilité de l'évaluation. On ne peut pas parler de normothermie sans citer les travaux de Sarah Osgood de Cambridge, qui a été une pionnière dans le domaine et qui a commencé avec les premières études, il y a maintenant près de 10 ans, dans l'AJT, dans l'American Journal of Transplant, qui montrait qu'en utilisant de la normothermie, c'est-à-dire réutiliser le sang du donneur, en le réchauffant, en le réoxygénant, en le faisant circuler dans le transplant, eh bien, on avait également un meilleur impact sur la reprise retardée de fonction du greffon, c'est-à-dire qu'il y avait moins de reprise retardée de fonction du greffon, avec une survie greffon identique, mais c'était des petits effectifs. Plus intéressant, la possibilité de ressusciter, si possible, des reins qui étaient mal lavés. Avec l'arrivée de nouveaux donneurs, je vous en ai parlé tout à l'heure, les donneurs décédés après arrêt circulatoire, eh bien, quand le rein n'est pas bien correctement lavé, souvent ces reins sont contre-indiqués.
la machine de normothermie est un test. Pourquoi ne pas utiliser le transplant, le revasculariser et voir si le transplant est capable de produire de l'urine ou pas capable de produire de l'urine, est capable de concentrer de la créatinémie et pas capable de concentrer de la créatinémie. Donc cette technique-là a permis de sauver ces reins-là qui ont pu être transplantés avec succès chez les 2 receveurs dont on a les résultats juste ici. Je ne peux pas m'empêcher de dire quelques mots des travaux qui sont réalisés à l'unité d'Oxford, une unité que j'ai rejoint il y a quelques années maintenant et je collabore avec eux avec beaucoup de plaisir au quotidien, qui ont développé une machine de normothermie qui est portable. Et regardez, je ne sais pas si vous visualisez, le péristaltisme de l'urtère, c'est-à-dire que le rein est revascularisé et on voit le péristaltisme de l'urtère comme on voit avec beaucoup de plaisir chez les transplantations de donneurs vivants. Donc cette technologie-là est probablement une technologie d'avenir, avec un très fort coût, un impact logistique majeur, mais un vrai intérêt pour évaluer ces transplants pour lesquels on ne sait pas si on va aller transplanter ou pas transplanter. On sait très bien que si on transplante et qu'on a un échec, on immunise un patient pour rien. Quelques mots maintenant sur la circulation régionale normothermique, et je vais avancer. Les donneurs décédés après arrêt cardiaque, on en a parlé, ce sont des gens chez qui il y a eu une limitation des soins. Et avec cette limitation des soins, un arrêt cardiaque et ensuite un prélèvement multi-organes. L'objectif de la circulation régionale normothermique est de revasculariser ces greffons avec un équivalent d'une ECMO limitée au niveau du thorax. Et quand on regarde les résultats français, puisque les Français sont les seuls à avoir imposé la circulation régionale normothermique dans le cadre des protocoles de type Maastricht 3, finalement, quand on compare les patients qui ont été transplantés avec des reins issus de Maastricht 3 et une circulation régionale normothermique, il y a la même survie greffon avec un groupe apparié, la même survie greffon et encore mieux, une optimisation de la reprise retardée de fonction. Donc la circulation régionale normothermique est un vrai plus. Il doit me rester 2 minutes pour vous parler un petit peu de pancréas. J'ai 2 minutes pour parler du pancréas, en accélérant un petit peu. La perfusion de pancréas, c'est quelque chose qui a été essayé il y a quelques quarantaines d'années maintenant, avec des échecs flagrants au début, puisqu'en fait, on n'avait pas les bonnes modalités de perfusion, on perfusait trop fort, et on était à l'origine d'œdèmes, et quand on comparait les pancréas perfusés sur des modèles expérimentaux versus les pancréas conservés en statique, la préservation statique faisait mieux que la perfusion. On a travaillé au sein du laboratoire pour pouvoir essayer d'optimiser la préservation des greffons. Pourquoi ? Puisqu'en transplantation pancréatique, et le professeur Lionel Ballet va nous montrer tout à l'heure, la bête noire de la transplantation pancréatique, c'est la thrombose. Et la thrombose du pancréas, c'est la pancréatectomie et l'échec de greffe quasiment dans 100% des cas. L'objectif de la perfusion est de se dire, peut-être on va optimiser la préservation, peut-être aussi on va avoir un moyen d'évaluer le pancréas. Et on a mis en place tout un protocole de recherche où on a commencé sur des pancréas humains, récusés pour la transplantation, puis ensuite sur un modèle primate. Et ensuite, on a pu faire avec succès les premières transplantations de pancréas sur des modèles de porcs rendus diabétiques avec succès après préservation sur machine. Et puis, on a même pu aussi développer de la normothermie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Maintenant, on travaille actuellement sur l'évaluation de la machine de perfusion dans le pancréas, auquel on ajoute de l'hémoglobine de verre marin, auquel on ajoute de l'oxygène. Tous les paramètres dont je vous parlais tout à l'heure, on les fait varier pour optimiser la préservation de pancréas. Et ça, c'est le travail de Benoît Ménard, qui est l'étudiant qui travaille en thèse de sciences avec nous au sein du laboratoire. En fait, l'objectif est d'essayer de comparer toutes ces modalités de préservation. Et je vais vous dévoiler un petit peu en avant-première quelques résultats qui sont particulièrement encourageants, puisqu'en fait, on travaille sur le transplant soit en hypothermie avec la glacière classique, soit avec la méthode de perfusion. Et au lieu de refaire une transplantation, qu'est-ce qu'on fait? On revascularise le pancréas avec le sang de notre modèle expérimental, ce qui va nous permettre de mimer la transplantation et d'éviter d'avoir le côté logistique complexe de la transplantation. En fait, quand on met nos pancréas sur machine, on a un vrai effet, puisque quand on revascularise nos pancréas avec le sang, c'est la slide qu'on voit en haut à gauche, finalement, il y a une meilleure oxygénation tissulaire, et ça de façon très, très, très significative. Donc, le fait de mettre le pancréas sur machine,
quand on va revasculariser le pancréas ensuite avec le sang, eh bien clairement ce pancréas-là va être préparé pour la reperfusion, puisqu'il va être oxygéné de façon beaucoup plus efficace et de façon beaucoup plus significative à ce moment-là. Également, une donnée que je voulais partager avec vous aujourd'hui, c'est le CPK. Le CPK, c'est un marqueur de souffrance digestive. Quand on fait une transplantation de pancréas, on fait aussi une transplantation de duodénum. Et on a vu que l'ajout de l'hémoglobine de ver marin nous permettait finalement d'avoir une efficacité sur le CPK, donc probablement une meilleure préservation du duodénum et peut-être diminuer les complications digestives. Et quand on rentre dans une analyse génomique, on voit aussi qu'on a une action sur les gènes de la thrombomoduline, donc globalement, peut-être une diminution potentielle de nos... Ça a coupé ? Ah non, j'ai rien touché. Je voulais juste, il y a juste une slide qui est assez impressionnante à vous montrer. C'est votre PowerPoint. Ah, pour ça fonctionnait quand on a fait les essais tout à l'heure. On ne peut pas l'abîmer. Alors, c'est la fin. C'est la toute fin. Vous voyez, c'est ici. Ouais, mais... Juste un instant. Donc, quand on compare, en fait, avec une technique d'évaluation de photoacoustique, en fait, globalement, on travaille avec une start-up qui nous a permis de réévaluer la revascularisation du pancréas quand on le fait revasculariser. Je voudrais partager avec vous ces images-là. Regardez les images quand le pancréas a été conservé simplement dans la glacière. On voit très bien toutes les cellules endothéliales qui, en fait, ont souffert et sont à l'origine d'une extravasation des hématies, ce qu'on ne voit absolument pas quand le pancréas a pu être préservé avec la machine de perfusion. Donc certes, c'est des images, mais c'est des images que je voulais partager avec vous, puisque c'est probablement des images qui vont nous donner une touche d'espoir et qui vont commencer peut-être à nous motiver pour se lancer vers un essai clinique. Je vois que le temps est largement passé et j'en profite pour vous remercier de votre attention et je me ferai un plaisir d'essayer de répondre à vos questions. Merci beaucoup Julien, et effectivement on voit de manière très impressionnante la différence en fonction du si elle est liquide de conservation ou pas. Il y a une question, monsieur. Juste un commentaire. D'abord, tout à l'heure je vous annonçais les meilleurs, je crois qu'on en a eu la démonstration encore avec tous les orateurs précédents et avec Julien qui nous a fait une présentation absolument magnifique. Je voulais aussi faire le commentaire que, bon, certes, nos collègues étrangers que tu citais tout à l'heure nous enviaient un petit peu sur nos résultats, en particulier avec l'utilisation des machines de perfusion. C'est le moment de rendre hommage à l'AFU et au comité de transplantation de l'AFU qui est très actif et qui a été très actif dans la diffusion homogène de ces technologies, parce que je rappelle qu'en France, et ce n'est pas le cas à l'étranger, c'est quand même pratiquement à 100% les urologues qui sont en charge de ces transplantations. Et puisqu'on est dans un petit cocorico, ma question c'est est-ce que le ver marin est une spécialité française? Auquel cas ça pourrait arranger notre balance commerciale. Alors, le ver marin est une spécialité bretonne de Morlaix et est un produit français qui est commercialisé par Franck Zal avec la société Emarina qui commercialise l'Hémodelive. Donc c'est un produit franco-français. Et j'espère qu'il va pouvoir profiter à l'ensemble des patients transplantés tout autour du monde. Merci beaucoup. Il y a une question, un commentaire? Non, bon, en tout cas, oui, monsieur. Voilà, je vais me permettre de poser une question. Je suis ophtalmologiste, donc je n'ai rien. Enfin, je suis loin des greffes rénales, mais cependant, lorsque vous avez un rein chaud, enfin, qui vient d'être prélevé sur un cadavre, et puis un rein qui est conservé même dans les conditions meilleures que vous avez décrites, y a-t-il un pronostic différent? C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir un patient à opérer, à greffer, est-ce que vous allez considérer par exemple son âge, son état général, pour choisir plutôt un rein chaud ou un rein reperfusé, etc. Alors, si j'ai bien compris la question est de se dire, est-ce qu'on va donner un transplant optimal à quelqu'un qui a une forte espérance de vie devant lui, et est-ce qu'on va modérer un petit peu les choses quand le receveur est un petit peu plus âgé? Eh bien, malheureusement, oui, on va être obligé
d'essayer d'adapter un petit peu le rein et la survie greffon du rein à la survie évaluée de nos patients. Mais toutes ces procédés, toutes ces techniques d'optimisation des greffons sont justement pour essayer de diminuer cette inégalité. Et je pense qu'on a ici de belles pistes de pouvoir penser que la technique rejoindra l'éthique et qu'on va pouvoir en fait optimiser la survie de nos greffons. Oui, une question et après. Non, c'était un commentaire, c'est-à-dire que c'est fantastique, enfin la reperfusion, tous les résultats qu'on peut avoir, et je trouve que c'est un truc très général. Hein. On approche notre physiologie avec la chimie essentiellement, mais on oublie tous les phénomènes physiques, vibratoires, circulatoires. Et je trouve que c'est des travaux qui sont passionnants parce que ça réouvre presque un champ de recherche fondamentale en fait sur la compréhension du corps humain, donc c'est bravo encore, merci. Oui, très clairement, en fait, ces mécanismes de normothermie, du coup, ouvrent de nouvelles pistes de recherche sur la physiologie du pancréas, sur la physiologie du rein, puisqu'on a un modèle expérimental formidable, où on a une entrée, une sortie, et tout peut se mesurer. Merci beaucoup, Julien.